Alec Castonguay à Montréal, Emmanuel Latraverse à Ottawa, Michel Sioget à Montréal. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Bonsoir. Parlons d'économie. D'abord, on va voir les chiffres. On vient d'en parler avec Andréane. Le chiffre pour le mois de juillet. Croissance timide, mais croissance. Donc, le Canada qui est sorti, ou qui sort en tout cas assurément de la récession. On ne pouvait pas dire que c'est une mauvaise nouvelle, la récession, et ne pas dire que ça, c'est une bonne nouvelle, là, Michel. Non, effectivement, c'est une bonne nouvelle pour le gouvernement qui va pouvoir dire à partir de maintenant, mais vous voyez, c'était une récession technique qui était causée, comme on l'avait dit, par le secteur de l'énergie qui ne fonctionne pas bien, mais pour le reste, l'économie canadienne performe, et ça va permettre peut-être aussi, au plan plus politique, de nouvelles attaques contre Justin Trudeau en disant, ben là, pourquoi on a besoin du déficit exactement? Pourquoi? Et de dire, ben le déficit, il est là pas parce qu'on a besoin de ça pour stimuler l'économie, mais c'est parce que vos chiffres n'arrivaient pas, vous avez fait trop de promesses, puis le seul moyen que ça balance à la fin, c'est de mettre un déficit. Emmanuel, sur l'économie, et même, on le voit aujourd'hui, le secteur manufacturier même qui reprend un peu de vigueur. Donc, ça donne des munitions aux conservateurs, c'est une évidence. Oui, très clairement, eux qui tentent depuis maintenant 60 jours ou plus de convaincre les Canadiens que leur solution est la bonne, qu'il faut pas paniquer, être patient, que l'économie va reprendre. C'est comme si petit à petit, les cartes s'alignent en leur faveur à ce chapitre-là. Oui, ça leur donne aussi des nouvelles munitions contre les libéraux. Je pense que les libéraux, eux, sont surtout soulagés que ces chiffres-là ne soient pas sortis au mois d'août. Eux font le pari et espèrent probablement que leur discours sur le changement, sur le besoin de transformation en profondeur est assez percolé pour pouvoir minimiser l'impact de ces attaques-là des conservateurs. Mais c'est sûr que ça complique le message de Justin Trudeau. C'était facile de dire, vous voyez, ça prend des déficits, on est en récession. Là, il faut dire, oui, ça prend des déficits parce qu'il faut réinvestir à plus long terme. Donc, que des bonnes nouvelles à ce chapitre-là, du moins pour M. Harper. Parce qu'Alec, on dira ce qu'on voudra, mais on y revient souvent. L'économie reste un facteur extrêmement important dans la décision que les gens prennent de voter pour un parti ou pour l'autre. Oui, la gestion de l'économie est l'un des thèmes centraux de cette campagne électorale-là. Donc, c'est évident que ces chiffres-là, aujourd'hui, oui, ils sont positifs pour les conservateurs, mais il y a quand même une limite, là. On ne peut pas dire du côté du gouvernement que lorsque l'économie performe bien, c'est grâce à nous, et lorsque l'économie performe mal, bien, c'est la conjoncture mondiale, puis c'est pas de notre faute, puis c'est de la faute aux autres, puis il faut qu'on soit quand même à la barre parce que la tempête, il faut la traverser. À un moment donné, il y a une limite là, à jouer ce jeu-là. Donc, comme c'était pas de la faute du gouvernement conservateur, selon les dires de Stephen Harper de la récession, c'est un peu plus compliqué de dire que c'est grâce à lui maintenant que ça va bien. Mais ceci dit, c'est vrai que ça va donner des munitions pour attaquer essentiellement Justin Trudeau parce que ça aide aussi le NPD, ça crédibilise son plan économique qui est de, oui, réinvestir, d'être un gouvernement qui serait plus progressiste, mais en équilibrant le budget. Lorsque l'économie va un peu mieux, c'est plus facile d'équilibrer le budget. Alors que Justin Trudeau, comme le disaient Emmanuel et Michel, ben, depuis le début de la campagne, il dit la récession va frapper, il faut stimuler l'économie. Or, est-ce qu'on a encore besoin de faire des déficits et de stimuler l'économie alors que peut-être que la récession est déjà derrière nous, là? J'ai essayé jeudi, nous avons essayé jeudi dernier de faire parler les chefs de la santé. Je demandais à M. Mulcair, entre autres, mais on voulait des réponses de tout le monde. Comment on peut promettre aux Canadiens 7000 médecins, 200 cliniques, alors que c'est les provinces qui gèrent la santé? On n'a pas eu de réponse, ça a été d'ailleurs souligné beaucoup. Mais aujourd'hui, Justin Trudeau est revenu sur ce thème de la santé, les soins à domicile, pour être très précis. On l'écoute, puis on revient. Un nouveau gouvernement libéral accordera 3 milliards de dollars au cours des 4 prochaines années pour améliorer et adapter notre système de santé pour qu'il soit viable malgré le vieillissement de la population. Notre priorité sera d'établir une stratégie de soins à domicile moderne pour les Canadiens. Donc, je repose la question, puis là, je suis sûr que j'aurai des réponses, mais Emmanuel, les soins à domicile, c'est pas mal les provinces. Comment, dans le détail, il remet plus d'argent aux provinces, c'est tout, quoi? Oui, les soins à domicile, Patrice, c'est surtout une tranche de l'électorat sur laquelle dont ont besoin tous les partis politiques. C'est le vote des aînés, c'est des gens qui votent, qui se mobilisent, etc. Donc, ça passe par là. Moi, ce que j'ai remarqué dans l'annonce de Justin Trudeau, c'est bien beau de dire, on va mettre 3 milliards, on va renégocier avec les provinces une nouvelle entente sur le financement de la santé. Ça fait des années que les partis d'opposition tapent sur la tête du gouvernement Harper à cause de la formule que lui a retenue pour bonifier les transferts en santé. Vous remarquerez que Justin Trudeau, aujourd'hui, ne sait pas
engagé à retourner à la formule Paul Martin, qui est d'augmenter les transferts de 6 % par année. Hein. On va négocier ça avec les provinces, on verra. Donc, il y a encore beaucoup de flou peut-être à ce chapitre quant à la nature de l'offre que mettrait sur la table un éventuel gouvernement libéral ou néo-démocrate, même dans ce cas-là, dans ses négociations avec les provinces. Avec les provinces. Michel, c'est du domaine des provinces. C'est le domaine des provinces, puis un transfert en santé, c'est supposé être inconditionnel. C'est supposé être un chèque et la province administre le programme. Là, quand M. Trudeau dit on va mettre 3 milliards sur les soins à domicile, ça reste, et la plupart, toutes les provinces veulent faire du soin à domicile, c'est sûr, c'est une voie d'avenir, c'est pas mal mieux d'avoir des gens le plus longtemps possible chez eux. Mais on le disait hier, la population vieillit, c'est la première fois qu'il y a plus de vieux que de jeunes. Oui, mais une fois qu'on a dit ça, ça reste aux provinces à organiser le système. Les systèmes sont organisés de façon différente. Il y a des institutions différentes. Des CLSC au Québec, il n'y en a pas ailleurs. Alors, où les transferts sont inconditionnels, où ils sont conditionnels. Puis s'ils sont conditionnels, ça veut dire de la chicane. Ça peut pas être autrement. Alors, quand M. Mulcair, on l'a vu dans son cadre financier, promettait dans les faits des transferts conditionnels, on a dit c'est pas une très bonne façon de procéder. On va dire la même chose dans le cas de M. Trudeau. Là. Alec? Les politiciens fédéraux ont toujours la tentation de faire des promesses qui touchent des domaines qui sont près des gens. Vous savez, le gouvernement fédéral s'occupe des affaires étrangères, de la gestion des finances publiques, du commerce international. Rien de très sexy en campagne électorale, rien qui touche les gens. Or, la santé, un peu comme ça l'est au provincial, ça touche les gens. L'éducation, ça touche les gens, mais c'est pas des domaines de compétences fédérales. Donc, on s'immisce le plus loin qu'on peut du côté des partis fédéraux. Thomas Mulcair dit, écoutez, on va promettre des infirmières, des médecins, des cliniques. Justin Trudeau dit du soin à domicile. En réalité, les deux, la ligne la plus importante de ces communiqués de presse-là, c'est après avoir fait une entente avec les provinces sur le sujet. Parce que c'est ça qui est la clé. Comment on s'entend avec les provinces? On peut bien annoncer des médecins, des infirmières, des soins à domicile. C'est les provinces qui décident. C'est le chèque qui fait foi de tout. Et ça, c'est toujours pas négocié. Voilà. Reparlons, j'allais dire à contre-cœur, mais je le dirai pas, mais reparlons du NICAB une seconde, parce que les chefs ont dû reparler de ça aujourd'hui, compte tenu, hier, on en parlait ensemble, de la statistique qui veut que 2 femmes auraient été touchées par cette histoire-là, auraient refusé d'enlever leur niqab pendant les cérémonies d'assermentation. Il y en a plus peut-être, mais bon, bref. Est-ce que ça va arrêter ou remarquez que c'est de notre faute, vous allez me dire, là, on pose des questions. Michel, exactement. La raison pour laquelle on en parle, c'est que vous venez de me poser une question là-dessus. Okay, à un moment donné, est-ce que 2 personnes valent qu'on fasse dérailler une campagne électorale là-dessus? La question a été posée à M. Mulcair aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez faire qu'on arrête d'en parler? Écoutez, là, c'est la poule et l'œuf, on n'en sortira pas. D'accord, mais il y a quand même il y a un débat intéressant autour de est-ce qu'on donne des services voilés, est-ce qu'on les reçoit voilés ou pas, là, de façon générale. Oui, il y a un débat, mais ce débat-là, il va se faire devant les tribunaux, il se fera pas dans l'opinion publique. C'est pas le public qui prend un vote là-dessus. Là. Très bien. Je vous en parlerai plus à Michel. Et ce qui est intéressant, Patrice, c'est que les conservateurs qui sont les premiers à adorer parler de ça, M. Lebel aujourd'hui dit « Ah, moi, les gens m'en parlent, on va en parler, c'est bien. On va voir si M. Harper va en parler dans son discours à Québec ce soir. » Mais eux, quand même, pour parler de services à visage découvert, n'osent pas aller aussi loin parce que ça, c'est un débat beaucoup plus large. On est bien content de frapper sur le clou du serment qu'on devient Canadien. Pourquoi? Parce que c'est symbolique et on peut justement lier ça à des valeurs sans prendre le risque d'un débat beaucoup plus large comme celui auquel vous faites allusion. Vous n'êtes pas obligé d'en parler, Alec, mais si vous voulez, je vous donne 10 secondes, 20 secondes. Écoutez, 2 mots pour dire qu'effectivement, Emmanuel a raison. Le gouvernement qui est ici à cheval sur les valeurs canadiennes pour le serment est tout à fait d'accord qu'il y ait des fonctionnaires qui portent le niqab, qui servent les citoyens avec le niqab ou qui reçoivent des services du gouvernement avec le niqab. Donc, en termes de principe, on est déjà vu un peu plus cohérent. Et l'autre chose, c'est que oui, le débat est intéressant. Oui, le débat est important. Il méritait qu'on en parle. Ceci dit, il faut relativiser à un moment donné. Et qu'on est rendu à 2 femmes sur 690 000 personnes touchées, est-ce que le vote doit être conditionné par ça? Je suis un peu moins certain. Intention de vote. On lâche le niqab. Intention de vote au Canada. On va voir 21-23 septembre par rapport à l'autre semaine, 26 cette semaine, 26 et 29 septembre. Vous voyez, les libéraux, ça c'est un nanos. On compare des oranges avec des oranges. Nanos qui monte une montée des libéraux, conservateurs, montée des conservateurs et le NPD, une chute du NPD. Le Bloc qui a augmenté aussi. Évidemment, ça c'est canadien. Et un autre,
On les a vus, c'est serré. Attendez avant l'autre tableau, je veux juste vous entendre sur le premier. Moi, je ne me souviens pas, puis il y a une bonne raison, parce que je pense que c'est jamais arrivé, qu'une course soit aussi serrée à 3 au Canada. Là. Vraiment, on est dans du... Il faut le souligner, on est dans... Il y a plus de cartes routières là, à partir de maintenant. Non, c'est du jamais vu. Et non seulement c'est du jamais vu, Patrice, mais on ne sait pas ce que ça va donner quand les urnes vont être ouvertes. Parce que c'est ça aussi le problème. Une lutte à 3, à 4 dans certains cas au Québec en particulier, puis, ou en Colombie-Britannique avec les Verts, ça peut donner un peu n'importe quoi. On peut avoir beaucoup de comtés qui se décident par 200, 300 voix, vous savez, le soir de l'élection, on va travailler tard. C'est ça que ça veut dire. La tendance se maintient, elle ne va pas être donnée à 8h30, là. D'ailleurs, vous serez avec nous. Ben oui. Vous trois, vous serez tous avec nous. Ça veut dire qu'on a beaucoup de devoirs à faire pour essayer de bien connaître les candidats dans chacun comté au Québec. Je veux qu'on monte, avant la récréation, je veux qu'on montre le dernier tableau, parce que ça, c'est un facteur fort important. Quel chef d'opposition propose le changement que vous voulez? On prétend que 70 des Canadiens, 68 pour être exact, veulent du changement dans cette élection. Regardez bien, en Ontario, c'est Justin Trudeau qui remporte. C'est lui qui incarne le changement en majorité. Au Québec, c'est Thomas Mulcair. Colombie-Britannique, Justin Trudeau également. On vous a montré ces 3 provinces-là parce qu'elles sont importantes, évidemment, dans le dénouement du vote. Qu'est-ce que ça vous dit, ça, Alec? Bien, d'abord, le seul chiffre qui m'apparaît étonnant, c'est celui de la Colombie-Britannique. C'est-à-dire qu'au Québec, le NPD soit le facteur de changement, ça, on peut le concevoir. Malgré la semaine difficile qu'ils ont connue, ils sont encore premiers dans les intentions de vote. En Ontario, c'est Justin Trudeau qui chauffe les conservateurs et donc c'est logique qu'il soit perçu comme le véhicule de changement. En Colombie-Britannique, c'est un peu étonnant parce que c'est le NPD qui est premier ou qui est très serré là, avec le Parti conservateur et les libéraux sont souvent 3e dans les intentions de vote. Or, si on se fie à ces chiffres-là, peut-être l'échantillonnage est un peu plus bas en Colombie-Britannique, il faut faire attention, mais sinon, si on se fie à ça, ça voudrait dire que Justin Trudeau pourrait, d'ici la fin de la campagne, peut-être remonter légèrement en Colombie-Britannique, parce que pour l'instant, c'est pas tout à fait en accord avec les chiffres d'intention de vote. Mais ce qui est clair, moi, je le pense depuis un bon moment, que dans la dernière semaine et demie, les sondages vont être très, très importants. Les anti-Harper, ils sont très nombreux. Là, vous parlez de 68 à 70% Ils veulent savoir des Canadiens. quel cheval. Ils vont se chercher un champion. Ils vont se chercher un endroit où mettre leur vote pour pouvoir battre Stephen Harper. On est encore dans l'attente de savoir qui va être ce champion-là. Mais je pense qu'il va y avoir un mouvement assez important qui peut se produire dans les 10 derniers jours de la campagne. 10 secondes chacun, Emmanuel, Michel. C'est vraiment là beaucoup de gens qui magasinent encore qui incarne le changement. C'est le duel à finir, si vous voulez, qui dure. Moi, je pense que là, tout le monde est en préparation du dernier débat de vendredi. Mais attendez-vous, en début de semaine prochaine, pendant 3-4 jours, à voir NPD libéraux mettre le paquet pour réussir à faire bouger juste assez les intentions de vote pour espérer créer un mouvement d'ici le 19. Michel. Ce qu'on voit, là, les chiffres de la Colombie-Britannique, ça veut dire qu'il y a du vote stratégique qui est déjà commencé là-bas. On commence déjà à dire, si il faut, je voterai pas pour le NPD que je préfère, je vais voter pour Trudeau parce que mon but, c'est de battre Stephen Harper. Il va y en avoir beaucoup, je suis d'accord avec Alec, il va y avoir beaucoup de vote stratégique dans cette élection-là. Ce que j'aime dans ce panel politique, c'est que, et je réponds à certaines personnes qui nous parlent, puis les gens nous en parlent beaucoup, vous êtes populaires, messieurs, dames. Ce que j'aime, c'est qu'on parle autant de stratégie que de contenu. On a parlé de santé, on a parlé d'économie. Puis bien sûr, dans un panel politique, on parle de stratégie politique. Ça fait partie de cette histoire qui est en train de se jouer. Messieurs, dames, à demain. Salut. Salut. Au revoir.